Il y a un nouveau fléau en ce moment qui m'attriste, c'est le dropshipping de produits Shein, Temu sur Vinted. Donc en fait, il y a des zigotos qui s'amusent à acheter en masse des produits sur ces plateformes et ils les revendent plus cher, vous m'avez entendu, plus cher sur Vinted parce qu'ils les renomment en tant que veste vintage, rare, esthétique, etc., boutique indépendante, tutti quanti. Le problème, c'est que c'est très dur de détecter ça, de détecter ces faux vêtements vintage, parce que il y a des photos qui sont générées par l'IA qui font très réalistes. Et des photos, en fait, ils ont demandé, par exemple, mettez cette veste portée par une fille qui prend une photo dans son miroir, etc. C'est des photos très authentiques qui donnent l'impression de vrai. Les bios sont souvent aussi les descriptions de produits très professionnelles, très codifiées. Et donc, ça a l'air d'être juste un profil Vinted expert, vous savez, qui a l'habitude de faire ça. Et en fait, aussi, on s'est tellement habitué à ce que le vintage soit quand même assez cher et que le prix soit gage de qualité, que même on voit un truc assez cher, trop cher pour que ce soit une vase Chine et que la photo est assez rassurante, etc., on se pose pas la question. On se dit pas que c'est de l'ultra fast fashion qu'on consomme. Et en fait, ça vient totalement ruiner le marché de la seconde main et ruiner l'application Vinted qui de base fait quand même la promotion d'une mode responsable, éthique. Et ça m'a fait cogiter sur ce métier-là d'achat-revente. Je me suis dit, c'est vrai que l'achat-revente ici prend une dimension complètement non éthique. De façon générale, l'achat-revente est remis en question ces dernières années parce qu'on considère qu'il y a quand même un problème, une limite morale au fait d'acheter pas cher des produits à des associations, etc., et de les revendre pour très cher. Moralement, c'est condamnable. Mais là, on s'attaque à un problème encore plus gros, qui est au-delà de la dimension morale, on a la fraude, on a le mensonge. Et du coup, je me suis vraiment posé la question de depuis combien de temps est-ce que la marché de la seconde main est tombée dans cette perversité. Comment est-ce qu'un marché qui de base était dédié à quelque chose de si bien et dont les intentions étaient si bonnes, comment il s'est retrouvé pris dans l'étau, on va dire, de la profitabilité, et du coup s'est retrouvé complètement perversifié et aujourd'hui bourré de paradoxes et de contradictions. Pour comprendre vraiment comment le marché de la seconde main a évolué, s'est développé et comment on en est arrivé là, il faut bien sûr s'intéresser un peu à l'histoire. Mais avant ça, j'ai oublié de vous dire, hello, moi c'est Lila et bienvenue sur Fashion School. Si on remonte au Moyen-Âge, on est dans une période où s'habiller c'est un luxe. C'est vraiment que pour les personnes très très riches, on va dire les familles royales, vraiment la noblesse, l'aristocratie. Il n'y a que eux qui peuvent s'acheter des vêtements neufs. Mais du coup, au moment, la mode elle passe et ils veulent s'acheter de nouveaux vêtements et du coup, leurs anciens vêtements, ils vont les faire passer aux classes inférieures. Et souvent, les classes inférieures, ça va être les serviteurs et les domestiques. Ces serviteurs et domestiques, ils vont soit porter ses habits, soit vendre ses habits pour avoir un peu plus d'argent. Ces habits, ils vont les vendre à ce qu'on appelle des fripiers. Le fripier, c'est un petit peu le premier mec qui a fait de l'achat-revente, on va dire. Et le fripier, il n'est pas que fripier, il est aussi teinturier, drapier, couturier. Il va un petit peu à upcycler, on va dire. Upcycler le vêtement. C'est vraiment l'avènement de l'upcycling, en fait. Ça a toujours existé, ça aussi. Et il va ensuite revendre du coup ses produits sur des grands marchés de seconde main, donc un peu les ancêtres du marché aux puces, etc. Et ça a duré pendant des siècles, et donc de façon générale, la seconde main, c'était vu comme une nécessité, un besoin. La plupart des gens s'habillaient que en seconde main au final. Ça a un petit peu changé au 19e siècle avec l'industrialisation. On a la création d'usines qui vont venir produire du textile et des vêtements beaucoup plus facilement et à moindre coût. Et donc la plupart, on va dire, de la population va pouvoir se permettre d'acheter des habits neufs. Mais il restera quand même une toute petite partie de la population très très précaire, très pauvre, qui ne pourra quand même pas s'acheter des habits neufs. Et du coup, on gardera quelques marchés de seconde main, quelques boutiques, mais ça sera vraiment des boutiques solidaires avec des très très bas prix et ça représentera une petite partie vraiment de la population. Le moment où la seconde main va vraiment revenir de façon très, très importante, ça va être dans les années 1960-70.
Ces années-là, elles vont être marquées par des révolutions, des mouvements contestataires. Vous savez, il y a mai 68, il y a le mouvement hippie aux États-Unis qui naît en contestation de la guerre au Vietnam. Et voilà, vraiment, de façon générale, il y a un peu un mouvement anti-système, anticonformiste qui s'installe. Et comme toute contre-culture, on en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast, comme tout mouvement de contre-culture, il y a une esthétique qui s'en dégage. Et donc, le style vestimentaire aussi va venir illustrer ces idéaux politiques, et souvent c'est des personnes qui étaient un peu, je dirais pas anarchistes, mais en tout cas un peu anticapitalistes, et donc qui vont refuser d'acheter des vêtements neufs, et donc qui vont s'habiller dans des friperies, dans des boutiques de seconde main, pour trouver des habits plus originaux, qui représentent plus leurs identités. Donc on va dire qu'à ce moment-là, la seconde main a un aspect plus contestataire. On achète par choix de contestation, pas par nécessité, pas par besoin, mais vraiment par choix identitaire. Et ensuite, dans les années 90-2000, on a les premières plateformes comme eBay. Première plateforme, on va dire, d'achat-revente, c'est eBay, vraiment, qui va un peu qui va un peu initier ce mouvement-là. Et en fait, la mode d'autrefois, les archives de mode vont devenir tendance. Et c'est à partir des années 90-2000 qu'on puise dans les archives de mode. Vous voyez, même les designers, ils vont venir puiser dans les archives mode des designers précédents, etc. Donc, on commence à avoir une appétence pour les archives, le vintage. On sent que ça prend, on sent qu'il y a un marché derrière. Donc, en fait, la seconde main devient un peu un marché économique. Et de plus en plus de modes aussi, de tendances, sont des tendances d'autrefois, tendances du minimalisme des années 90, du disco, du hippie, etc. On commence un peu à mêler, à partir des années 2000, différentes tendances, différents mouvements. Et ça va venir s'amplifier de plus en plus dans les années 2008, 2009, 2010 jusqu'à 2020. On a en 2008 Vestiaire Collective, en 2009 on a Vinted, et plein d'autres plateformes en fait, d'achat-revente ensuite qui vont suivre. Et en 2020, aujourd'hui, 2026, je dirais que le marché de la seconde main, au-delà d'être une mode et une tendance, c'est un business. Et là, on a une dimension qui n'est plus qu'esthétique, qui l'était, on va dire, jusqu'aux années 2000, mais qui aujourd'hui, en 2026, n'est plus qu'esthétique, c'est un business. Et beaucoup de personnes vont venir un peu rejeter la faute sur les acheteurs-revendeurs en disant que la mode de seconde main est devenue un business à cause de ce métier-là. Le métier d'acheteur-revendeur, pour rappel, c'est acheter, chiner des pièces vintage et les revendre plus cher, soit sur un site comme Vinted Vestiaire Collective, soit en boutique. Et souvent, ils le revendent plus cher parce que derrière, il y a quand même un service qui est fourni de sélection. Souvent, parfois, il y a, quand c'est dans un magasin, ils les mettent en magasin, donc tu peux les essayer, ils sont lavés, tu as l'expérience client, etc. Donc, souvent, il y a quand même une petite justification du prix. Parfois, non. Si c'est des reventes sur Vinted, etc., parfois, c'est vraiment juste, il n'y a pas de justification de prix. Ça, c'est le métier d'acheteur-revendeur qui est de plus en plus développé. Mais je pense que certes, ce métier cette activité a créé des défauts dans l'industrie de la mode. Et je pense qu'aussi, comme je l'ai dit, les acheteurs-revendeurs, il y a deux types. Il y a les acheteurs-revendeurs qui ont vraiment une identité, une DA, qui vraiment ont le don de chiner des choses que les autres n'arrivent pas à voir. Ça, c'est OK que ce soit monétisable, c'est OK qu'il y ait une marge qui soit faite dessus. Mais par contre, les acheteurs-vendeurs qui achètent vraiment juste avec des bots, il y a des gens qui ont des bots qui arrivent avec des mots-clés à acheter genre tous les pantalons Carhartt dès qu'ils sont mis en ligne à 5 € pour les revendre ensuite 50 €. Ça, par contre, je suis désolée, c'est moralement totalement condamnable. Même si c'est légal, je trouve ça moralement quand même condamnable. Et donc, c'est sûr que ces personnes-là ont déréglé le marché parce que du coup, les pièces vintage sont devenues super chères. Parce qu'en fait, c'est impossible face à des ordinateurs, face à des gens de qui c'est le métier, c'est impossible d'aller plus vite qu'eux, d'acheter des pièces vintage, en fait, vraiment à un bon prix, parce que eux, ils le font très rapidement, et du coup, les seules pièces vintage que tu trouveras seront très chères, parce qu'elles seront revendues. Mais le problème, c'est que aussi, et ça, c'est pas la faute des acheteurs-revendeurs, le problème, c'est qu'en fait, il n'y a plus de pièces vintage en circulation.
de bonne qualité. Et aujourd'hui, on est en 2026, la fast fashion, elle est arrivée en 2000, et les pièces de seconde main, aujourd'hui, ça commence à être de la fast fashion. Et on commence en fait à ne presque plus avoir de pièces vintage de super bonne qualité, comme avant, qui tenaient, qui duraient dans le temps, qui vraiment pouvaient être transmises de génération en génération. On a presque plus ça. Et donc forcément, on a moins de belles pièces. Forcément, s'il y en a moins, plus c'est rare, plus ça sera cher. Et donc, les pièces vintage deviennent de plus en plus chères. Et donc, en fait, le métier d'acheteur-revendeur, plus la raréfaction des pièces vintage avec l'avènement de la fast fashion, fait que aujourd'hui la seconde main est presque inaccessible. Un énorme problème également, c'est qu'étant donné que Vinted et vestiaires collectifs sont accessibles par tous, eh bien on ne donne plus. Il n'y a plus de solidarité. Et j'entendais la secrétaire nationale de Secours Populaire, qui se charge du coup des dons faits à l'association. Elle disait que depuis quelques années, il y avait de moins en moins de dons qui étaient faits. Elle voyait depuis les années 2010, avec ces plateformes-là, il n'y a presque plus de dons. Et quand les dons sont faits, ils sont de très 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 mauvaise qualité. C'est des vêtements troués, c'est des trucs tachés. En fait, c'est les choses que les gens se disent, je ne vais pas pouvoir les vendre, je ne vais pas pouvoir en tirer quelque chose. Donc je les donne, parce qu'en fait, ce sont des vêtements qui en plus ne sont pas du tout utilisables. Donc c'est vraiment purement de l'égoïsme, parce que c'est se donner bonne conscience, parce qu'on s'est dit non mais moi je donne mes vêtements, mais au final tes vêtements ne peuvent même pas être utilisés, c'est souvent de la fast fashion qui en plus de ça est troué, donc en fait tu ne peux rien en faire. Il y a donc ce qu'on appelle le phénomène de gentrification, quelque chose de base qui était quand même dédié pour les gens dans le besoin, a été réapproprié par les bourgeois, et du coup les gens dans le besoin n'y ont plus accès. Et ça ne fait que creuser aussi les inégalités, parce que du coup, les gens dans le besoin ne vont pouvoir s'acheter que des vêtements de fast fashion qui vont même pas les durer dans le temps. Donc en fait, ils vont même s'appauvrir en achetant des vêtements de seconde main. En fait, ils vont s'appauvrir même en continuant d'acheter des vêtements de fast fashion de seconde main, pendant que les bourgeois pourront s'acheter des beaux vêtements vintage qui dureront dans le temps, un peu plus cher, mais au moins ils n'auront pas besoin de se renouveler tous les ans, quoi. Donc encore une fois, c'est un système quand même qui est très, très peu éthique, très peu moral, et qui profite bien sûr à la classe aisée. Et là, déjà que le métier d'acheteur-revendeur présentait énormément de failles et créait des problèmes dans le marché de la seconde main, s'ajoute à ça un nouveau type de métier qui est dropshipper. On va appeler quelqu'un qui fait du dropshipping un dropshipper. Et donc ça, c'est ce que j'en ai parlé du coup en introduction. C'est un véritable fléau. C'est vraiment prendre les gens pour des gros débiles, voilà, globalement. Donc je vous en supplie, si vous achetez sur Vinted, faites attention. Déjà, moi, de façon générale, dès que je vois écrit Vintage, Y2K, boutique indépendante, comme ça, j'achète pas. Voilà, j'achète pas. Et dès que je vois un top mignon, vintage, vraiment un tout petit top tout choupi à 25 €, j'achète pas, parce que je me dis, c'est sûr que c'est un acheteur-revendeur qui gonfle les prix ou qui a fait du dropshipping. Voilà. Donc vraiment, il y en a de plus en plus, et même si vous êtes expérimenté, ça peut arriver. Je me suis fait avoir, moi, il y a 1 an, je dirais, sur une veste en fausse fourrure qui était trop trop belle sur le site, enfin sur Vinted. Et quand je l'ai reçue, ça se voyait que c'était de la fast fashion à fond, et ça m'arrive de plus en plus de ne pas voir et de me retrouver avec un truc Chine, AliExpress. Donc voilà, faites attention, lisez bien les descriptions, demandez à la limite d'envoyer l'étiquette, etc. C'est un fléau, et en fait c'est un fléau qui va petit à petit, pour moi, éteindre le marché de la seconde main. Parce que en fait, c'est un système où le vendeur a beaucoup plus d'informations que l'acheteur. On appelle ça une asymétrie d'informations, quand il y en a un qui a plus d'informations que l'autre. Et dans tout marché d'occasion, c'est ça. L'acheteur, il n'est pas sûr. Donc soit il fait confiance, soit il doute, mais s'il doute, il va vouloir payer un prix moins cher. Parce que si tu payes moins cher et que tu te fais avoir, tu te dis, bon, au moins, j'ai pas perdu trop d'argent. Alors que si tu payes très cher et qu'en plus de ça que tu te fais avoir, t'auras le seum. Et en fait, ce qui se passe, je reprends l'exemple en le mettant en Vinted. Ce qui se passe, c'est que si demain, moi j'ai un pantalon
Versace à 50 € et je veux le vendre 50 €. Je le mets, la personne en face, elle se dit, ça se trouve, c'est un faux, et ça se trouve, c'est du dropshipping. Et du coup, elle va vouloir m'acheter un pantalon à 30 €. Mais moi, je sais que mon pantalon, c'est un Versace et qu'il est de bonne qualité. Donc, vu que je le sais, et que, genre, je sais qu'il vaut 50 €, je vais pas baisser mon prix. Donc, en fait, je ne vais pas lui vendre à 30 €, et elle ne va pas me l'acheter à 50 € parce qu'elle a doute et qu'elle a peur. Et donc, il y a une asymétrie d'information, ce qui fait que à la fin, moi, je vais juste me retirer de Vinted en me disant, je peux pas vendre mes pièces là-bas parce qu'il y a trop d'arnaques et les gens ne font pas confiance. Et qui va rester du coup sur le marché ? Les gens qui trompent et les gens qui font du dropshipping et qui mentent sur leurs produits. Parce que eux, s'ils achètent un produit à 2 € et qu'ils le vendent à 50 € et qu'on leur propose 30 €, ils font quand même une marge de 28 €. Donc ça leur va. Et donc en fait, ceux qui vont accepter les offres moins chères vont être ceux qui ne vendent pas forcément des vrais produits de bonne qualité. Et du coup, la personne, l'acheteur, va recevoir son produit de mauvaise qualité et va se dire, putain, c'est vraiment de la merde, et du coup, va partir du marché et se dire, je n'achèterai plus sur cette plateforme. J'espère que vous avez suivi cette démarche. C'est un concept économique qui s'appelle l'asymétrie d'information, qui a été conceptualisé par Akerlof en 1970. Ouais, je ressors mes petites bases d'économie, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui explique comment les marchés d'occasion peuvent en fait peuvent disparaître, le marché de seconde main d'occasion peuvent disparaître, parce qu'à terme, il n'y aura plus que les pourritures en fait sur ce marché-là. Alors j'ai fait des études d'économie, mais j'ai pas fait des études de droit. Donc j'ai fait mes recherches sur le droit et je me suis demandé si c'était vraiment condamnable. Genre, est-ce qu'un mec qui fait du dropshipping, c'est condamnable ? Eh bien, figurez-vous que oui. Il y a une loi qui s'appelle, c'est le code de la consommation. C'est la loi, ceux qui font du droit, L121-2 du code de la consommation. Et donc, si un dropshipper est attrapé, il va être condamné pour pratique commerciale trompeuse. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il risque. Vous pourrez me dire en commentaire si vous faites du droit. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est condamné, vous voyez. Donc là, il y a une différence entre le métier d'acheteur-vendeur de base et le métier de dropshipper. Je ne sais même pas si ça se dit pour dropshipper. Hein. Ça se trouve, j'ai inventé un mot depuis le début de la vidéo. Hein. Il y a aussi une loi qui s'appelle l'IA Act, qui a été instaurée depuis 2024, qui oblige en quelque sorte de mettre généré par l'IA quand tu fais une image générée par l'IA. Moi, je le vois sur Instagram parfois. Si ton image a été générée par l'IA, il faut que tu coches une case générée par l'IA. Voilà. D'ailleurs, trop gênant, parce qu'un jour, j'ai mis une photo de moi en maillot et j'avais coché cette case, mais sans faire exprès. Et du coup, il y a sur cette photo écrit un énorme généré par l'IA en haut. Je vous jure que cette photo n'a pas été générée par l'IA. Voilà. Donc ça m'a saoulée, j'ai pas pu l'enlever. Et je me suis dit, ça se trouve, les gens se sont dit que c'est des fausses photos de moi en maillot. Enfin bref, ça m'a un peu saoulée, mais je préfère ça que. Je préfère qu'il y ait trop de, de sécurité autour, qu'il n'y en ait pas assez. Et donc, normalement, on est obligé de mettre qu'un contenu est généré par l'IA, mais sur Vinted, c'est super dur et la France et l'Union européenne arrivent très difficilement à encadrer ces images. Donc ça, encore une fois, bien sûr, c'est très récent l'IA et l'avènement de l'IA. C'était en 2024 qu'on a mis en place cette loi, etc. Mais donc je sais que ça va prendre des années et des années avant que ça soit vraiment affirmé et qu'on n'ait plus aucun doute. Un autre fléau qui est corrélé, qui est une conséquence et une cause, on va dire, du fait que la seconde main soit devenue un business, c'est la surconsommation. La seconde main, de base, c'est consommer moins mais mieux, mais depuis ces dernières années, ça a pris un tout autre tournant et c'est presque consommer plus, mieux mais plus. Mais au final, c'est peut-être un peu mieux, mais ça se compense parce que tu achètes encore plus. En fait, aujourd'hui, Vinted et Vestiaire Collective et plein d'autres plateformes sont devenus des réseaux sociaux. Moi, j'ai entendu des gens dire qu'ils scrollaient sur Vinted quand ils étaient dans le métro, quand ils étaient sur les toilettes, etc. Oui, il y a plein de gens qui prennent des pauses toilettes de 3 heures et qui sont sur leur téléphone pendant 3 heures, notamment sur Vinted. Voilà. C'est pas du tout un exemple personnel. Pensez pas que je parle de moi, par exemple, tu vois. Pas du tout. C'est vraiment devenu un réseau social et il y a les mêmes mécanismes sur Vinted que sur un réseau social, sur TikTok ou sur les jeux vidéo.
il y a une sorte de dopamine, il y a des éléments visuels, on crée le sentiment de FOMO, le sentiment de rareté, etc. Et il y a aussi une économie de la récompense instantanée qui est exceptionnelle sur Vinted, parce que vraiment, tu es une acheteuse compulsive, tu te sens mal, tu vas sur Vinted, t'achètes, tu te sens mieux. En vrai, un peu, globalement. Et même moi, j'ai beaucoup noyé mes émotions dans l'achat de vêtements de seconde main. Et c'était avant des achats de fast fashion. Je suis passée par une phase où j'achetais énormément de fast fashion, les gars. J'achetais des colis Azos. J'avais l'abonnement livraison premium Azos. Je pense que je faisais un colis toutes les 2 semaines avec ma sœur. J'ai ensuite bien sûr arrêté ça parce que j'ai pris conscience. Ensuite je me suis mise à faire ça sur Vinted et je me suis sentie mieux parce que je me dis au moins c'est la seconde main, mais j'avais des colis Vinted tous les jours, tous les 2 jours, allez, on va dire tous les 2 jours. Donc j'ai été dans cette période là, je me suis remise en question et aujourd'hui c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est pour montrer un peu le cheminement de ma pensée, parce que j'ai un peu réalisé que c'était too much, mais j'ai réalisé aussi à quel point on nous contrôle et on nous... En vrai, j'ai envie de dire c'est pas notre faute, c'est un peu notre faute, mais on est vraiment victime aussi d'un système qui juste te poussera toujours à acheter. Très dangereux de Vinted et de Vestiaire Co et tout, c'est que t'as bonne conscience, enfin t'as bonne conscience quand t'achètes parce que tu te dis, en vrai, ce que je fais, c'est bien, tu vois. Genre, j'achète de la seconde main, je fais un pas pour l'environnement, c'est éthique. Et du coup, on se camoufle derrière ça pour surconsommer. Et moi, la première, clairement, j'ai l'impression que ma culpabilité d'achat était automatiquement réduite s'il s'agissait de Vinted. En vérité, bien sûr que c'est mieux d'acheter en seconde main que fast fashion, mais si tu achètes tous les jours de la seconde main, le transport que ça engendre, que ça génère en termes de pollution, c'est tout aussi catastrophique que la fast fashion. J'en avais pas conscience, du coup j'ai fait mes petites recherches. En fait, les vêtements de fripe, avant qu'ils se retrouvent dans votre fripe, genre aujourd'hui vous allez à Fripstar, si vous faites le cheminement de Fripstar, les vêtements ils viennent pas de France. Ils vont être stockés avant d'être, je sais pas, chez Fripstar, dans des entrepôts. Souvent je crois qu'ils sont en Normandie. Beaucoup d'entrepôts en Normandie. Entrepôts en Normandie, ouais, c'est en France. Mais en fait, ces entrepôts ils se sont approvisionnés depuis des centres de tri qui, eux, sont par contre aux quatre coins du monde et surtout beaucoup en Asie et surtout beaucoup en Inde. En Inde, il y a un énorme centre de tri qui s'appelle US Clothing, voilà. Et chaque jour, ils reçoivent 40 tonnes de vêtements qui arrivent en bateau. Donc, chaque jour, 40 tonnes de vêtements arrivent en bateau dans ce centre de tri. Ce sont des vêtements qui ont été récupérés de bennes, de dons, etc. C'est des vêtements un peu récupérés partout dans le monde. Par exemple, demain, tu mets ton jean dans une benne. Peut-être dans 3 jours, il va être dans le centre de tri en Inde. Et en fait, là-bas, on y retrouve des conditions de travail qui sont un peu les mêmes que celles qu'on peut retrouver dans la fast fashion. C'est du travail à la chaîne, c'est des personnes qui sont très très mal payées, qui sont debout toute la journée, qui ne s'assoient pas, qui ont peut-être une demi-heure de pause. Et une fois que ces vêtements sont triés, ils vont être renvoyés du coup à des entrepôts et ensuite distribués partout en France et en Europe. Et un truc que j'ai appris en faisant mes recherches, et je trouve ça dingue, c'est que par exemple, il y a des sourceurs, par exemple, je sais pas, la personne qui détient un Fripstar, je dis un exemple au pif, et elle va coacher parfois les personnes qui travaillent dans ce centre de tri en Inde. Ils vont aller en Inde, ils vont coacher les gens en mode ouais, ok, en ce moment les tendances, c'est, je sais pas, les chemises à carreaux. Donc toutes les chemises à carreaux, vous me les mettez. Ouais, en ce moment, j'aime bien tout ce qui va être jean Levi's, tu me les mets à côté, etc. Donc en fait, ils vont coacher des personnes qui vont du coup savoir exactement quelles pièces prendre lorsqu'ils vont être dans ce travail à la chaîne, dans ces centres de tri. Et ça je trouve ça fou. Et parfois, ils font des zooms et tout, ils les coachent sur les tendances et tout du moment. Je trouve ça insane. Et du coup, dans ce centre de tri en Inde, il y a plusieurs groupes, quoi. Il y a un groupe qui va être dédié à ce fournisseur, ce sourceur-là, qui ensuite est distribué en France, etc. Et selon les fripes qu'ils sourcent, ils ne prennent pas les mêmes vêtements. Et ça change souvent selon les semestres, selon les tendances, etc.
Et donc ça peut paraître un peu ignorant de ma part, mais je m'étais jamais vraiment posé la question, je m'étais jamais vraiment demandé quel était tout ce marché qu'il y avait derrière celui de la seconde main. Et je sais que c'est pas du tout le cas pour toutes les boutiques vintage. J'ai entendu des boutiques vintage dire que c'était du sourcing à la pièce et que c'était, par exemple, les boutiques vintage indépendantes. Je connais des personnes qui vraiment vont eux-mêmes aller chiner, aller trouver la pièce vintage assez rare, etc. Et du coup, c'est un modèle circulaire beaucoup plus local. Mais en tout cas, énormément aussi de grandes pièces, de grandes boutiques vintage, ou même de grands acheteurs-revendeurs connus sur les réseaux, etc., ou connus sur Vinted, euh, en fait, achètent des gros stocks à des centres de tri qui viennent directement d'Inde. Et franchement, je pense que je pourrais encore parler pendant longtemps des dérives de la seconde main, parce qu'il y a plein d'autres trucs qui sont problématiques, notamment les tailles, l'exclusion des tailles, et je trouve que la seconde main est très 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 peu inclusive. Et combien de fois j'ai entendu des filles me dire qu'elles rêveraient de pouvoir s'habiller en fripe, mais qu'elles peuvent pas parce qu'il n'y a pas de grande taille. Et ça, c'est toujours le même problème de la mode qui est grossophobe. J'en ai fait une vidéo. Et un autre truc aussi auquel je pense, encore une fois maintenant que j'ajoute, c'est la pédopornographie, la pornographie et la pédopornographie sur les sites comme Vinted, Vestiaire Collective, etc. Combien de personnes, combien d'hommes, je sais, vont sur Vinted pour regarder des photos de filles un peu dénudées ou qui essayent de diriger les filles vers des sites un peu pornographiques en leur parlant, etc. Enfin bref, ça aussi, mais c'est tout un autre aspect. Et donc c'est horrible parce que ce sont des plateformes que j'adore, que j'utilise et je ne dis pas du tout qu'il faut les bannir. Moi, je continue et je continuerai à utiliser Vinted et Vestiaire Collective parce que pour moi, pour m'habiller, c'est ma façon préférée de m'habiller. Mais pour moi, le problème, ce n'est pas ces plateformes-là, c'est les utilisateurs qui sont juste qui font la course au profit et encore une fois, qui font de la seconde main quelque chose de profitable, alors que la seconde main, c'est quelque chose qui ne doit pas être le plus profitable possible. C'est quelque chose qui doit être un peu, qui doit être éthique. Et tu peux pas être, en fait, pour être super profitable pour moi, pour être vraiment hyper profitable, tu dois perdre ton éthique. Et donc la seconde main, euh, il faut qu'elle garde son éthique, même si elle est un peu moins profitable. Et donc, forcément aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a un responsable des dérives de la seconde main, il y en a plusieurs. Je pense que la fast fashion a complètement cassé le marché de la seconde main, en quelque sorte, parce que du coup, elle ne permet plus d'alimenter correctement la seconde main. Mais je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité envers les consommateurs, envers à la fois ceux qui sont bien sûr malsains, ceux qui font du dropshipping, etc., mais aussi des consommateurs normaux comme nous, comme peut-être toi et moi, en tout cas 100% moi je m'inclus dedans, des consommateurs qui du coup peut-être surconsomment un peu parce qu'ils sont dans un certain confort moral de se dire qu'ils ont le droit, parce que c'est la seconde main, des consommateurs qui arrêtent de donner les vêtements parce qu'ils veulent les vendre, ou qui vraiment vendent à outrance, qui font que, qui ont plus cette solidarité, qui voient plus la seconde main comme quelque chose de solidaire, comme quelque chose qui doit servir pour les personnes qui ont aussi besoin d'acheter des vêtements pas chers, mais aussi parce que parfois on va peut-être trop négocier un produit vintage qui en vrai vaut son prix, mais vu qu'on a peur d'être arnaqué et vu qu'on a l'habitude de négocier, on va le négocier pour 2 € et qu'au final, du coup, ça va venir casser le marché parce que les gens qui vendent vraiment du vrai vont partir et du coup, les gens qui vendent du faux vont rester. En vrai, il y a peut-être plein de petits comportements qu'on a et qu'on ne se rend pas compte et qui aussi ont un peu petit à petit déréglé le marché de la seconde main. Je pense aussi à notre rapport aux vêtements, le fait que on prend de moins en moins soin de nos vêtements, genre au fil des générations. Et en fait, parce que dans nos têtes, on peut renouveler. Et je pense qu'il ne faut pas partir du principe qu'on peut renouveler, il faut partir du principe qu'on doit le garder le plus longtemps possible. Et ça aussi, si on a moins besoin de renouveler, si on prend soin de nos vêtements, on peut les vendre de meilleure qualité, ou on peut faire des dons de meilleure qualité et du coup aider les personnes qui sont dans le besoin à avoir des vrais vêtements vintage de bonne qualité. Le move de donner ces vêtements au lieu de les vendre, c'est vraiment un truc que j'essaye de faire. Je vends très peu de mes vêtements, je fais presque pas de vide-dressing, je vends très peu mes vêtements sur Vinted. Je donne vraiment tout et je fais attention à ce que ce soit des bons vêtements de qualité et je trouve que c'est un des trucs les plus faciles qu'on peut faire aujourd'hui pour se sentir un peu utile. Bien évidemment, pour les personnes qui ont pas besoin d'argent,
et qui ont le privilège de pouvoir juste donner sans recevoir rien en contrepartie, bien sûr. Si vous avez besoin d'argent, c'est une bonne source de revenus, mais si vous n'avez pas forcément besoin de cet argent-là, c'est quand même quelque chose de très utile que vous pouvez faire. Voilà, encore une fois, aucune moralisation. Moi-même, la première, j'achète énormément de vintage. Je surconsomme et j'ai eu surconsommé parfois. J'essaye aujourd'hui de moins le faire. Je ne rachète pas la faute à Vinted et Versaco qui font qui ont une bonne démarche au fond. Je rejette la faute encore une fois à un petit peu la société capitaliste et le létau, on va dire, de la profitabilité dans lequel le marché de la seconde main s'est retrouvé ces dernières années. J'espère que je vous aurai appris un petit truc et je vous dis à la semaine prochaine pour notre Fashion School.